Le téléphone de mon fils de 8 ans s'est allumé, alors j'y ai jeté un coup d'œil par hasard. Il y avait un message de ma mère, et quand j'ai fait défiler, j'ai découvert que ma sœur faisait aussi partie de la conversation. Au moment où j'ai vu le contenu de leur discussion de groupe à 3, j'ai appelé le 911 d'une main tremblante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emily Coleman, qui vit dans la banlieue de Chicago, se réveille chaque matin à 6 heures précises, au son de son réveil. Le temps a toujours été son ennemi. Elle déposait son fils Ryan à l'école, se rendait à son agence de marketing et récupérait Ryan le soir. Cette routine effrénée durait depuis 3 ans, depuis la perte de son mari, Michael. Son mariage avec Michael avait été bref mais heureux. Quand il dirigeait son entreprise informatique, Emily pouvait se consacrer à l'éducation de Ryan en tant que mère au foyer. Mais l'accident de voiture de cette nuit pluvieuse a tout changé. Cette perte soudaine a laissé Emily avec la double charge des responsabilités financières et de l'éducation d'un enfant. Heureusement, l'assurance vie de Michael et les revenus de la vente de son entreprise leur permettaient de ne pas avoir de difficultés financières pour le moment. Pourtant, travailler en tant que mère célibataire tout en élevant un fils de 8 ans était bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Dernièrement, Emily souffrait de maux de tête inexpliqués et de fatigue. Lorsqu'elle consultait des médecins, ils se contentaient de dire que c'était probablement le stress lié au travail et à la parentalité, sans offrir de solutions concrètes. Elle se réveillait le matin encore fatiguée et ne parvenait pas à se concentrer au travail. En préparant le dîner, elle se sentait souvent prise de vertige. Celle qui soutenait Emily à travers cette épreuve était sa mère, Barbara, et sa sœur, Jessica. Barbara était une ancienne infirmière qui avait beaucoup de temps depuis sa retraite. Elle habitait à environ 10 minutes à pied de chez Emily et s'occupait de Ryan pendant qu'Emily était au travail. Après l'école, Ryan allait directement chez Barbara et y restait jusqu'à ce qu'Emily vienne le chercher. C'était devenu leur routine quotidienne. Avoir maman près de moi me sauve vraiment, pensait sincèrement Emily. Barbara adorait son petit-fils Ryan, lui préparant ses biscuits préférés et l'aidant avec ses devoirs. Ryan, lui aussi, aimait beaucoup sa grand-mère et semblait attendre avec impatience les moments passés chez elle. Sa sœur Jessica était coiffeuse et possédait son propre salon. Célibataire et sans enfant, elle choyait Ryan comme s'il était son propre fils. Le week-end, Jessica emmenait Ryan au cinéma ou le laissait jouer dans le centre commercial. Pour Ryan, Jessica était comme une grande sœur bienveillante. Emily était profondément reconnaissante du soutien de sa famille. Bien qu'elle se sentît parfois seule en tant que mère célibataire, la présence de sa mère et de sa sœur l'aidait à traverser chaque journée. Plus important encore, voir Ryan grandir, aimé par sa famille, était la plus grande source de réconfort pour Emily. Cependant, dernièrement, elle avait commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Ryan. Quand il était avec sa mère ou sa sœur, il semblait aussi vif et joyeux que d'habitude. Lorsqu'elle allait le chercher chez Barbara, il courait vers elle avec un sourire et lui racontait sa journée avec enthousiasme. Après avoir passé du temps avec Jessica, il lui montrait fièrement les nouveaux jouets ou vêtements qu'elle lui avait achetés. Mais quand Emily et Ryan étaient seuls, il semblait parfois garder une certaine distance. Auparavant, il lui racontait tout ce qui s'était passé à l'école. Mais récemment, il répondait souvent simplement « c'était normal ». Même lorsqu'ils regardaient la télévision ensemble, il paraissait quelque peu agité. Parfois, quand Emily lui parlait, il répondait d'un air distrait. Emily craignait que sa mauvaise santé n'affecte sa relation avec son fils. Parce qu'elle se fatiguait facilement, elle ne pouvait plus jouer avec lui autant qu'avant, et il lui arrivait parfois d'être irritable. Peut-être que Ryan percevait avec sensibilité les changements de sa mère. Pourtant, les moments qu'ils passaient en famille étaient paisibles et chaleureux. Les dîners du dimanche étaient devenus une tradition où Barbara et Jessica venaient chez Emily, et tous les 4 partageaient un repas. Avec la cuisine maison de Barbara et les conversations joyeuses de Jessica, la table était toujours remplie de rire. Durant ces moments, Ryan affichait son sourire amical habituel. Emily essayait de se convaincre que le malaise qu'elle ressentait n'était que de la paranoïa. Elle se disait que le chagrin de la perte de son mari et la pression d'être une mère célibataire la rendaient inutilement anxieuse. Alors que sa mère et sa sœur la soutenaient tant, elle devait être reconnaissante, pas méfiante. Mais la santé d'Emily se détériorait de jour en jour. Elle se réveillait avec des maux de tête lancinants, et même après avoir bu du café, elle se sentait comme dans le brouillard. Pendant les réunions d'entreprise, elle sentait parfois sa conscience s'évanouir, et ses collègues lui demandaient de plus en plus souvent « Est-ce que ça va ?»
Tu devrais peut-être retourner à l'hôpital, lui dit Sarah, une collègue du département marketing, en s'arrêtant à son bureau. Tu as l'air vraiment pâle. Émilie força un sourire. Merci, mais je viens de voir un médecin. Le médecin a dit, c'est le stress d'être une mère célibataire. Le stress peut vraiment affecter le corps à ce point. Sarah fronça les sourcils, inquiète. Ne te surmène pas. Pour le bien de Ryan aussi, ce serait terrible si tu t'effondrais. Cette nuit-là, Émilie fut frappée par un autre mal de tête. Alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine, elle se sentit soudain prise de vertige et dut s'appuyer contre le comptoir pour ne pas tomber. Le bruit de la soupe qui bouillonnait dans la casserole lui parut anormalement fort. « Maman, ça va ?» s'approcha Ryan, l'air préoccupé. « Ça va, je suis juste un peu fatiguée », sourit Émilie à son fils, mais l'expression de Ryan restait assombrie. Dernièrement, la distance entre Émilie et Ryan semblait s'agrandir encore plus. Avant, quand il rentrait de l'école, il courait directement vers Émilie pour lui raconter sa journée avec enthousiasme. Mais maintenant, même lorsqu'elle le récupérait chez Barbara, il paraissait quelque peu distant et restait silencieux en voiture. « Qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui ?» demandait Émilie. Ryan répondait souvent simplement « pas grand-chose » en regardant par la fenêtre. Quand elle essayait de l'aider avec ses devoirs, il disait « Mamie m'a déjà aidé » et filait dans sa chambre. En revanche, Ryan était complètement différent lorsqu'il était avec Barbara ou Jessica. Quand Émilie allait le chercher, ils riaient joyeusement ensemble et le visage de Ryan était rayonnant. En regardant son fils parler avec joie du temps passé avec elle, Mamie a fait ci, et Jessica a fait ça, Émilie se sentait partagée. Bien qu'elle aurait dû être reconnaissante, elle sentait un sentiment proche de la jalousie grandir au fond de son cœur. L'angoisse de ne pas être aimée par son fils en tant que mère commençait à faire surface. À cela s'ajoutait la culpabilité de ne pas avoir pu passer assez de temps avec lui pendant la période où elle pleurait la mort de son mari. Un vendredi soir, Émilie décida de se remonter le moral en préparant la pizza préférée de Ryan. Elle prépara soigneusement la pâte à la main et la garnit de ses pepperonis et fromages favoris. « La pizza spéciale de maman », dit-elle fièrement en la disposant sur des assiettes et en la posant sur la table à manger. Ryan s'assit, mais se contenta de fixer la pizza sans y toucher. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas faim ?» demanda Émilie. Ryan marmonna d'une petite voix, « Mamie a dit que je ne devais pas manger ce que maman cuisine. » Émilie n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Ryan secoua frénétiquement la tête. « Rien. Oublie. » Ryan, répète. « Qu'est-ce que mamie t'a dit ?» Son fils, l'air troublé, se tortilla sur sa chaise. « Mamie a dit que maman est fatiguée, alors elle ne peut plus bien cuisiner. Et que si je mange ce que tu fais et que je tombe malade, ce serait terrible. Donc, je ne dois manger que ce que mamie prépare. » Émilie resta sans voix. Il était vrai qu'elle ne se sentait pas bien ces derniers temps et qu'elle avait parfois du mal à se concentrer en cuisine. Mais dire à son fils de ne pas manger la nourriture de sa mère, n'était-ce pas aller trop loin ? « Ryan, es-tu déjà tombé malade à cause de ce que maman cuisine ?» Ryan secoua la tête. « Non, mais mamie s'inquiète pour moi. » Cette nuit-là, Émilie appela Barbara. « Maman, as-tu dit à Ryan de ne pas manger ma cuisine ?» Barbara rit légèrement. « Oh, Émilie, tu ne vas quand même pas croire tout ce que dit un enfant ? Ryan n'a que 8 ans. Il peut mal interpréter les conversations des adultes. » Mais il a été très clair. « J'ai juste dit, tu as l'air fatigué, tu ne devrais pas te surmener. » Ryan a du mal comprendre. Les enfants interprètent parfois les conversations des adultes à leur manière. L'explication de Barbara semblait raisonnable en surface, mais Émilie sentait toujours comme une petite épine plantée dans son cœur. Cependant, douter de sa mère, qui s'était si dévouée pour la soutenir, serait le comble de l'ingratitude. Elle était probablement juste trop sensible. Ce week-end-là, Jessica devait emmener Ryan dans un parc d'attractions. Quand elle vint le chercher le matin, elle était aussi radieuse et joyeuse que d'habitude. « On va bien s'amuser aujourd'hui », dit Jessica en tapotant la tête de Ryan. « Émilie, toi, reste à la maison et repose-toi. Tu as l'air vraiment fatiguée ces derniers temps. » « Merci, Jessica. Tu m'aides tellement. » Ryan prit la main de Jessica et sortit joyeusement, sans même jeter un regard en arrière à Émilie. Restée seule, Émilie passa du temps dans la maison silencieuse pour la première fois depuis longtemps. Elle essaya de lire mais ne parvenait pas à se concentrer, et quand elle regardait la télévision, rien ne retenait son attention. Finalement, elle s'allongea sur le canapé, fixant le plafond d'un air absent. Le soir, Jessica et Ryan revinrent.
Ryan portait de nouveaux jouets dans les deux mains, parlant avec excitation. « Maman, regarde. Regarde. C'est Jessica qui me les a achetés. »« C'est super », sourit Emily, mais son sourire était un peu crispé. Jessica alla dans la cuisine et sortit quelque chose d'un sac. « J'ai préparé le dîner de Ryan. C'est un gratin de macaroni au fromage, son plat préféré. »« Ouah !» s'exclama Ryan en sautant de joie. Emily avait des sentiments mitigés. Elle était heureuse de l'attention de Jessica, mais en même temps, elle avait l'impression qu'on lui signifiait son incompétence en tant que mère. « Merci. Mais j'aurais pu le faire aussi. »« Bien sûr. Mais je pense que tu devrais te reposer. » Il semblait y avoir quelque chose de subtil dans la voix de Jessica. Cette nuit-là, en regardant Ryan manger joyeusement le gratin de Jessica, Emily repensa au malaise qu'elle ressentait. Il était vrai que sa famille la soutenait sans réserve, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'un mur invisible se dressait entre elle et son fils. Ces problèmes de santé et ce changement subtil dans la dynamique familiale faisaient-ils tous partie de la confusion qui avait commencé avec la mort de son mari? Ou bien quelque chose dont elle n'avait pas conscience progressait-il lentement? Emily s'endormit cette nuit-là, toujours en proie à un mal de tête, portant des questions sans réponse. Mardi après-midi, Emily put quitter le travail plus tôt pour une fois. La réunion avec le client s'était terminée avant l'heure et son patron lui avait dit « Vous n'avez pas l'air bien, rentrez plus tôt aujourd'hui ». En effet, elle souffrait d'un violent mal de tête depuis le matin et sa conscience avait été embrumée à plusieurs reprises pendant les réunions. Quand elle arriva à la maison après 15 heures, le silence l'accueillit. Ryan devait encore être chez Barbara. D'habitude, elle le récupérait après 17 heures, mais aujourd'hui, elle était heureuse de pouvoir voir son fils un peu plus tôt. Elle avait l'impression de passer de moins en moins de temps avec lui ces derniers temps. Alors qu'Emily enlevait ses chaussures dans l'entrée, elle pensa à passer un moment tranquille seule avec son fils, pour la première fois depuis longtemps. Elle voulait faire les devoirs ensemble ou regarder son dessin animé préféré pour retrouver l'intimité qu'ils avaient autrefois. En entrant dans le salon, elle remarqua le smartphone de Ryan allumé sur la table basse. Emily fut momentanément perplexe de voir le téléphone de Ryan à la maison. Il l'emmenait habituellement chez Barbara. Il l'a probablement oublié dans la précipitation du matin. Le téléphone s'alluma de nouveau. Elle pouvait voir une notification de nouveaux messages s'afficher à l'écran. Emily pensa d'abord à l'ignorer. Elle savait qu'elle devait respecter la vie privée de son fils. Mais quand elle vit que l'expéditeur était « Mamie », c'est-à-dire sa mère Barbara, la curiosité l'emporta. Peut-être que Ryan attendait qu'on vienne le chercher. Ou peut-être y avait-il une urgence. Se disant cela, Emily prit le smartphone. Quand elle fit glisser son doigt sur l'écran, une partie du nouveau message apparut sur l'écran de verrouillage. Elle pouvait lire un texte de Barbara disant « Tu as fait ça aujourd'hui aussi? Est-ce que ça marche bien ?» Emily fronça les sourcils. De quoi parlait-il? Elle connaissait le code d'accès. C'était l'anniversaire de Ryan. Bien qu'elle se sentît un peu coupable, Emily déverrouilla l'écran. Quand elle ouvrit l'application de messagerie, la conversation avec Barbara apparut. « Tu as fait ça aujourd'hui aussi? Est-ce que ça marche bien? » « Oui, mamie. » Maman ne remarque rien du tout. Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que c'était que ça? Et pourquoi Ryan disait-il qu'elle ne remarquait rien? Avec des doigts tremblants, elle remonta l'historique de la conversation. Des messages plus anciens apparurent. Incluons Jessica aussi. C'est bien. Faisons un groupe à 3. Emily eut le souffle coupé. Une conversation de groupe. Il y avait une conversation secrète entre eux trois seulement, Barbara, Jessica et Ryan. Quand elle ouvrit l'historique de la conversation de groupe, elle y trouva des échanges qu'elle ne comprenait pas. Comment ça s'est passé cette semaine? C'était un message de Jessica. Ça se passe bien. J'ai essayé d'augmenter un peu la dose, répondait Barbara. Maman a l'air vraiment fatiguée. Parfois, elle est chancelante, rapportait Ryan. C'est bon signe. Mais si c'est trop soudain, elle pourrait se méfier. Alors, soyons prudents, instruisait Jessica. Je fais ce que mamie dit. Maman ne sait rien, confirmait Ryan. Les mains d'Emily se mirent à trembler violemment. De quoi parlait-il? Augmenter la dose. Si c'est trop soudain, elle pourrait se méfier. Maman ne sait rien. On aurait dit qu'ils exécutaient une sorte de plan. Elle remonta à des conversations encore plus anciennes. Des messages datant de plusieurs semaines apparurent à l'écran. Ryan, n'oublie pas de le mettre dans la nourriture de maman, rappelait Barbara. Je sais, mamie. Mais est-ce que c'est vraiment bien?
Maman a l'air malade et je m'inquiète, la voix anxieuse de Ryan transparaissait dans le texte. C'est bon, Ren. C'est pour aider maman. Maman est trop fatiguée, alors il faut qu'elle se repose un peu, le persuadait Jessica. Mais ça me fait de la peine pour maman. Ryan, fais-nous confiance. À la fin, ce sera bien pour tout le monde. Maman se sentira mieux et tu seras plus heureux aussi, expliquait Barbara. Si maman s'en va, nous deviendrons le papa et la maman de Ryan, promettait Jessica. Emily ne pouvait plus tenir debout et s'effondra sur le canapé. Le mettre dans la nourriture de maman. Si maman s'en va. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre ce que ces mots signifiaient. Il mettait quelque chose dans sa nourriture qui causait ses problèmes de santé. Et leur but ultime était? L'esprit d'Emily commença à former une possibilité terrifiante. En lisant plus loin dans la conversation, elle vit des instructions plus spécifiques. Essaie de le mélanger dans la soupe la prochaine fois. On ne sent pas le goût. Mets-en un peu dans le café aussi. Elle en boit tous les jours, donc ce sera efficace. Ryan, agis normalement pour que maman ne se doute de rien. Emily repensa à ses symptômes récents. Maux de tête, fatigue, vertige, perte de concentration. Tout cela était des symptômes d'empoisonnement par une substance. Elle atteignit le message le plus ancien, datant d'environ 2 mois, lorsque la conversation de groupe avait été créée. Ryan, nous trois allons avoir un secret spécial à partir de maintenant. Premier message de Barbara. Tu ne dois jamais le dire à maman. C'est une surprise pour aider maman, ajoutait Jessica. Mais pourquoi devons-nous garder ça secret? Question innocente de Ryan. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Pour l'instant, écoute simplement ce que Mamie et Jessica te disent. Alors tout le monde sera heureux. Emily fixa l'écran, sentant tout son corps trembler. Son fils de 8 ans avait été entraîné dans un plan d'adulte qu'il ne pouvait même pas comprendre. Il aimait sa mère, mais avait été manipulé par des adultes de confiance pour devenir complice d'actes qui, au final, nuisaient à sa mère. Elle vérifia à nouveau le dernier message. Il avait été envoyé ce matin même. Emily pourrait rentrer tôt aujourd'hui, alors sois prudent, prévenait Barbara. Hein? Pourquoi? Confusion de Ryan. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas l'air bien au travail. Si elle rentre tôt, agis normalement. C'était une bonne idée de lui faire oublier son téléphone à la maison, commentait Jessica. Emily était abasourdie. Il connaissait même ses déplacements. Et l'oubli du téléphone par Ryan n'avait pas été un accident non plus. Les mains tremblantes, elle relut toute la conversation. Y était consigné le plan horrible pour laver le cerveau de son fils et affaiblir progressivement sa mère. Le but n'était pas clair, mais d'après les mots de Jessica sur « si maman s'en va », elle pouvait imaginer le pire scénario possible. Emily se leva et tituba vers la cuisine. Quand elle ouvrit le réfrigérateur, il y avait les plats que sa mère avait préparés et apportés comme d'habitude. La soupe qu'elle avait mangée pour le dîner d'hier, des muffins pour le petit déjeuner, les restes du déjeuner de Ryan. Quelque chose avait été mélangé dans tout cela. Elle retourna dans le salon et reprit le smartphone. Elle devait soumettre cette preuve à la police. Mais avant cela, elle devait accepter cette horrible vérité. Sa propre mère et sa sœur, utilisant son fils de 8 ans comme complice, essayaient de la tuer. Emily composa le 911 avec des mains tremblantes. L'opérateur du 911 était calme. S'il vous plaît, restez calme et expliquez en détail. Quelle preuve avez-vous découverte? Emily prit une profonde inspiration et répondit, « Il y a des messages sur le smartphone de mon fils qui montrent que ma mère et ma sœur mettent quelque chose dans ma nourriture. Mon fils est également impliqué. Je souffre de problèmes de santé inexpliqués depuis des mois. Je comprends. Nous envoyons des voitures de patrouille immédiatement. Êtes-vous seul en ce moment? Oui. Mon fils devrait être chez ma mère. Veuillez rester dans un endroit sûr. Ne mangez ni ne buvez rien jusqu'à l'arrivée de la police. » 15 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent devant la maison d'Emily. Quand la sonnette retentit, Emily se précipita vers l'entrée. 2 policiers se tenaient là, l'inspecteur Johnson, un homme plus âgé, et l'agent Miller, une jeune femme. Vous êtes bien Madame Coleman? S'il vous plaît, racontez-nous en détail ce que vous avez signalé. L'inspecteur Johnson sortit son carnet. Emily les conduisit dans le salon et leur tendit le smartphone de Ryan. C'est ça. S'il vous plaît, regardez la conversation de groupe entre ma mère, ma sœur et mon fils. L'agent Miller prit le smartphone et vérifia l'écran. Après avoir lu les messages en silence pendant un moment, elle fronça les sourcils. C'est un contenu assez grave, Madame Coleman.
Quand avez-vous commencé à vous sentir mal? Demanda l'inspecteur Johnson. Il y a environ 2 mois. Maux de tête, fatigue, vertige, perte de concentration. Le médecin a diagnostiqué un problème lié au stress, répondit Emily en y repensant. Maintenant, je réalise que cela coïncide avec la création de cette conversation de groupe. L'agent Miller contacta par radio d'autres officiers, demandant l'envoi d'une équipe de la police scientifique et d'un médecin légiste au quartier général. Il s'agit d'une affaire de suspicion d'empoisonnement. 30 minutes plus tard, la maison était remplie de policiers. L'équipe de la police scientifique collecta tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur et examina soigneusement tous les ustensiles de cuisine et la vaisselle. Le médecin légiste, le docteur Parks, préleva des échantillons de sang et d'urine d'Emily. Les résultats prendront environ 24 heures, expliqua le docteur Parks à Emily. Cependant, à en juger par les symptômes, il est probable qu'il s'agisse d'un empoisonnement aux métaux lourds ou d'une intoxication due à une prise excessive de médicaments sur ordonnance. Alors que l'inspecteur Johnson se préparait à se rendre chez Barbara, le téléphone portable d'Emily sonna. C'était Barbara. S'il vous plaît, ne répondez pas, l'arrêta l'inspecteur. Cela pourrait être lié à un crime en cours. Mais le téléphone continua de sonner. Il y eut aussi un appel de Jessica. Ils ont peut-être réalisé qu'Emily était à la maison. Madame Coleman, veuillez nous indiquer exactement où se trouvent votre mère et votre sœur, demanda l'agent Miller. Emily leur donna les adresses. Mon fils devrait être là-bas. Il ne sait rien. Un enfant de 8 ans ne pouvait pas comprendre. Nous comprenons. Nous avons également contacté les services de protection de l'enfance. 1 heure plus tard, on apprit que Barbara et Jessica avaient été emmenées au poste de police. Ryan serait temporairement protégé par les services sociaux. Emily voulait voir son fils, mais on lui dit qu'elle ne pourrait pas le rencontrer pour le moment en raison de l'enquête. Le lendemain matin, le docteur Parks communiqua les résultats des tests. Emily reçut une explication détaillée à l'hôpital. Les analyses de sang ont détecté de grandes quantités de lithium dans votre organisme, dit le médecin avec une expression sérieuse. Le lithium est un médicament utilisé pour traiter le trouble bipolaire, mais lorsqu'une personne en bonne santé en prend à long terme, cela provoque les symptômes que vous avez connus. Du lithium, Emily était confuse par ce nom inconnu. Il semble que la dose ait été augmentée progressivement. Au début, cela aurait provoqué une légère fatigue, mais les symptômes d'empoisonnement ont progressivement progressé. Si cela avait continué quelques semaines de plus, cela aurait causé une insuffisance rénale et des troubles de la conscience, devenant finalement mortels. Emily était horrifiée. Sa mère et sa sœur avaient vraiment essayé de la tuer. Cet après-midi-là, l'inspecteur Johnson fit le point sur l'avancement de l'enquête. Votre mère et votre sœur nient les accusations, mais les preuves sont accablantes, expliqua l'inspecteur. De grandes quantités de comprimés de lithium ont été trouvés chez Barbara. Des médicaments similaires ont également été découverts dans le salon de coiffure de votre sœur Jessica. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Emily ne comprenait pas la raison. Nous enquêtons également sur le mobile. L'enquête préliminaire suggère que cela pourrait être lié à l'argent de l'assurance vie et à l'héritage de votre défunt mari. Le cœur d'Emily faillit s'arrêter. L'argent de l'assurance de Michael? Il y a une police d'assurance vie de 3 millions de dollars, plus l'héritage de la vente de l'entreprise. S'il vous arrivait quelque chose, Ryan hériterait de la totalité et ses tuteurs auraient le droit de gestion sur cette somme. Les tuteurs sont? Demanda Emily d'une voix tremblante. Selon le testament, votre mère et votre sœur sont désignés. Tout devint clair. Barbara et Jessica avaient prévu de gérer l'héritage sous couvert des frais de garde de Ryan et de le garder finalement pour elles. Pour ce faire, elles empoisonnaient lentement Emily et lavaient le cerveau de son fils de 8 ans pour en faire un complice. 3 jours plus tard, des mandats d'arrêt officiels furent émis. Barbara fut inculpée de tentative de meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfants, et Jessica fut inculpée de complicité et de tentative de meurtre. La libération sous caution fut refusée. Emily fut enfin autorisée à rendre visite à Ryan. Dans une petite salle de visite du centre de protection de l'enfance, son fils était assis, recroquevillé sur une chaise. Quand il vit Emily, les larmes débordèrent de ses yeux. « Maman, je suis désolé », s'excusa Ryan en pleurant. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Mamie et Jessica ont dit que c'était pour aider maman. Emily serra son fils dans ses bras. « Ryan, tu n'as rien fait de mal. Ce sont les adultes qui t'ont trompé. Tu n'es qu'un enfant et il est normal que tu n'aies pas pu comprendre ce qui se passait. »
Mais maman est tombée malade à cause de moi, non? Non, Ryan, tu es une victime. Les adultes t'ont utilisé. C'est une très mauvaise chose. Et ce n'est pas de ta faute. Le psychologue pour enfants, le docteur Reynolds, était présent. Ryan a été soumis à une manipulation psychologique pendant une longue période. Sa guérison prendra du temps. À la fin de la visite, Ryan tint la main d'Emily. « Maman, on pourra revivre ensemble ?» « Bien sûr. Mais d'abord, il est important que tu guérisses tes blessures émotionnelles. Des médecins spécialistes t'aideront. » En serrant son fils dans ses bras, Emily réalisa que le long chemin pour se remettre de ce cauchemar avait commencé. La trahison de personnes qu'elle avait considérées comme sa famille laissait des blessures profondes, et l'impact sur le cœur de son fils était incommensurable. Les plaidoiries finales au tribunal furent le moment le plus douloureux pour Emily. Barbara tenta de justifier ses actes jusqu'à la fin. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour ma fille », affirma Barbara avec défi au tribunal. Emily ne peut pas élever son fils seule. Cet enfant a besoin de notre amour. Tu n'as pas les qualités requises pour être mère. Emily trembla aux mots de sa mère. Même maintenant, alors qu'elle avait été amenée au bord de la mort, sa mère continuait de la blâmer. L'avocat assis à côté d'elle posa une main de soutien sur son épaule. Jessica, au contraire, s'excusa en larmes au tribunal. « J'aime ma sœur, mais je pensais que je devais suivre ce que disait maman. C'était complètement faux. Emily, Ryan, je suis vraiment désolée. » Le verdict tomba rapidement. Barbara reçut la réclusion à perpétuité et Jessica, 25 ans de prison. Emily versa des larmes de soulagement, mais ressentit aussi une profonde tristesse. Elle avait perdu sa mère et sa sœur. Même avec des liens de sang, elle n'était plus une famille. 6 mois plus tard, Emily et Ryan déménagèrent dans une petite ville côtière. Ils choisirent de commencer une nouvelle vie dans un environnement frais, à environ 3 heures de route de Boston. Emily fut mutée dans une agence de marketing où elle pouvait travailler à distance, et Ryan fut transféré à l'école primaire locale. Leur nouvelle maison était une petite maison surplombant la mer. Emily trouva la tranquillité d'esprit dans l'intérieur simple et chaleureux. Elle se débarrassa de tous les meubles et décorations luxueux du passé et commença à vivre avec seulement ce qui était vraiment nécessaire. Le rétablissement de Ryan fut progressif mais constant. Il continuait de suivre des séances de conseil en psychologie infantile 2 fois par semaine. Les premiers mois, il faisait souvent des cauchemars et avait peur d'être séparé d'Emily. Cependant, avec le nouvel environnement et les soins professionnels, il retrouva peu à peu son sourire d'enfant. Un soir, au dîner, Ryan prit soudain la parole. « Maman, je suis désolé. » Emily posa sa fourchette et regarda son fils. « Pourquoi t'excuses-tu ? » « Parce que j'ai fait ces choses. Maman a souffert. J'étais un mauvais enfant. » Emily se leva de sa chaise et serra Ryan dans ses bras. « Ryan, tu ne dois plus penser comme ça. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fait confiance à des adultes. C'était naturel. » « Mais... » « Pas de mais, » continua Emily en caressant la tête de son fils. « Ce sont les adultes qui t'ont trompé. Tu es une victime. Et maintenant, nous commençons une nouvelle vie. Le passé est le passé. » Ryan pleura doucement dans les bras de sa mère. Les émotions qu'il avait si longtemps contenues se libéraient enfin. Cette nuit-là, Ryan dormit jusqu'au matin sans faire de cauchemar pour la première fois. Emily put aussi dormir profondément pour la première fois depuis longtemps. Quand le printemps arriva, Ryan commença à se faire de nouveaux amis. Il jouait avec des enfants de son âge du quartier dans le parc et était parfois invité chez eux après l'école. Chaque fois qu'Emily entendait le rire de son fils, elle sentait son cœur se réchauffer. « Maman, qu'est-ce que c'est une famille, selon toi ?» demanda soudain Ryan un jour, en regardant la mère. Emily réfléchit. Sa mère et sa sœur qui, bien qu'étant de son sang, avaient essayé de la tuer. D'un autre côté, ses collègues qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles, le conseiller qui guérissait le cœur de son fils, ses gentils voisins. « Je pense qu'une famille, ce sont des gens qui prennent soin les uns des autres, » répondit Emily. Qu'ils aient des liens de sang ou non, les gens qui peuvent se soutenir mutuellement avec amour sont une vraie famille. Ryan hocha la tête. « Alors, toi et moi, on est une vraie famille, n'est-ce pas, maman ? » « Oui. Et nous continuerons d'être une famille ensemble, à partir de maintenant. » Emily tint la main de son fils en regardant le coucher de soleil sur la mer. Barbara et Jessica continuaient de purger leur peine en prison. Il y avait eu plusieurs demandes de visite de leur part, mais Emily les avait toutes refusées.
Elle en était venue à accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent être pardonnées. La vraie famille n'est pas déterminée uniquement par les liens du sang. Les liens basés sur la confiance et l'amour sont ce qui crée une vraie famille. Emily et Ryan essayaient de reconstruire ces liens. Les blessures de leur cœur ne guériraient peut-être jamais complètement, mais ils avaient choisi de continuer à avancer. Dans la brise marine qui caressait leurs joues, la mère et le fils continuaient de marcher vers un nouvel avenir.